Ok, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du studio tour de 360 Prod. On va vous montrer nos locaux, là où on travaille, le studio d'enregistrement, le studio de podcast aussi. Donc on est situé au 229 rue Joseph Fontanet à Chambéry. On est juste à côté du phare, de la Groupama Academy. Juste en face, là, vous avez la Brick House. Et d'ailleurs, si vous voulez venir, passez devant le phare, parce que sinon Google Maps va vous faire passer par des entreprises, etc. C'est bouché par là. Donc si vous venez au local, soit vous passez du côté du cimetière, soit vous passez du côté du phare. Donc nous, notre studio, il est situé au niveau du bâtiment C. Ici, vous avez un grand parking d'une trentaine de places, donc il y a largement de quoi faire pour se garer. Après vous. Donc voilà, bien rentré. Donc dès que vous rentrez dans le bâtiment, c'est directement sur la droite. De toute façon, c'est marqué juste ici, là, L Sud. Et là, du coup, on va arriver dans les couloirs. Il y a d'autres entreprises, du coup, dans ces locaux-là. On va prendre juste à gauche. Et au fond du couloir, c'est 360 Prod. Hop. Donc là, pour l'exemple, on a mis la mise en place d'une table avec 3 micros, donc avec 3 personnes. Donc le but, en fait, c'est que vous, quand vous arriviez au studio, nous, on est tout installé de base. Donc c'est-à-dire qu'on a déjà mis toutes les lumières, que tout soit déjà installé au niveau des caméras, que ça soit déjà cadré, que vous ayez, vous, choisi sur le site la disposition, que ce soit les fauteuils, les chaises, les tables directement, avec 1, 2, 3, 4 personnes. On peut aller jusqu'à 4 personnes au studio, même si là, il n'y en a que 3. Et le but, vous, c'est que vous ayez rien à faire à part venir, posez vos fesses sur les chaises, tournez, et ensuite à la fin de la journée, vous repartez avec tous vos rushs, les audios, un pré-montage aussi, qu'on vous montrez juste en direct là. Donc là, on est au niveau de la régie, alors ça reste assez simple. Donc là, en fait, c'est notre table de mixage qui nous permet de récupérer le son de tous les micros, justement. Donc ça, c'est ce qui nous permet d'enregistrer le son et d'avoir la meilleure qualité possible. Derrière, on a ce petit appareil qui, lui, de son côté, récupère le flux vidéo. Et entre les deux, on a un PC qui nous permet de faire le pont entre les micros et les caméras. Donc en fonction de quel micro parle, on pourra activer la caméra qui correspond en direct. Et donc c'est ça qui vous permet de repartir du studio avec un pré-montage complet qui a été fait en direct automatiquement par une intelligence artificielle. Donc ici maintenant, derrière ce rideau noir, qui d'ailleurs est un rideau de théâtre, hein, ça nous permet d'atténuer le son du coup dans le studio, c'est ici qu'on va stocker déjà tout notre matériel dans les 2 armoires, et ici, sur ces 2 PC sur lesquels on va travailler du coup avec Adam. Et donc ici, quelque chose qu'on a mis en place et qui est vraiment hyper important pour nous, c'est le fait qu'on puisse s'échanger les projets ou des fichiers, etc. sans trop de friction. C'est qu'en fait, on a mis un NAS, qui est en fait un serveur de 32 Tera, qui nous permet de stocker toutes nos images, toutes nos photos, toutes nos vidéos, tous nos projets, etc. et de pouvoir y avoir accès en direct. Et donc derrière nous, on travaille avec des Mac. Aujourd'hui, c'est ce qui est le mieux pour nous. Et donc là, pour continuer, on a tout notre matériel vidéo. Donc voilà, c'est un petit DJI R3S. Et ça nous permet du coup de faire des très belles images jusqu'à de la 4K en 120 images par seconde dans les airs. Et du coup de faire découvrir au plus grand nombre les beaux paysages de Savoie. On a un stabilisateur, c'est motorisé du coup, ça nous permet d'avoir des plans très stables avec les caméras qu'on utilise. On a un petit drone FPV, donc ça c'est un drone en fait qu'on pilote avec des lunettes directement et ça nous permet de faire ce genre de plans. Voilà, ça c'est des plans qu'on a fait au Mont Margeria l'année dernière en octobre 2024. C'est vraiment très cool. Et ensuite tout ce qui est en dessous, c'est du matériel qu'on utilise un peu moins souvent. On a tous nos objectifs. Ça c'est les perches dans le studio. Ça c'est les petites bouteilles d'eau pour les clients quand vous venez vous installer au studio. Et ensuite en bas, on a tout ce qui est câble, son. Et ensuite tout en bas, on a notre sac qui nous permet d'emmener tout le matériel sur place, chez vous, sur le terrain, pour faire des tournages sur le terrain si vous en avez besoin. Donc voilà, globalement, on a fait le tour du studio. Il n'y a pas vraiment plus à montrer. Mais maintenant, pour ceux qui sont un petit peu plus envieux de savoir comment on fait le matériel exact qu'on utilise, on va continuer et vous présenter exactement le matériel en détail, savoir comment tout fonctionne, etc. Et vous allez rentrer dans les détails précis du studio de 360 Prod. Ok Google, active l'arrière-plan. Impeccable. Donc voilà, vous voyez. Donc pour vous parler un peu plus en détail du studio, donc déjà comme vous l'avez vu, tout est relié via Google Home. Donc en fait, ça nous permet de gérer tout avec la commande vocale. Pas besoin d'avoir des interrupteurs, etc. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup de câbles, beaucoup de fils, c'est compliqué de s'y retrouver. Donc avoir la commande vocale, c'est vraiment cool. Donc pour vous parler du studio, je vais vous parler déjà du décor. On a fini de les monter hier en plus, mais du coup on a mis des petites étagères de part et d'autre avec des objets. Et le but c'est que maintenant, à chaque fois que quelqu'un vient tourner au studio, puisse ramener ses objets personnels. Donc, vous voyez, c'est pas des objets très très grands réellement, et on garde du coup nos lumières. Donc on a 3 backlights, comme on dit. Donc c'est des lumières d'ambiance en fait, c'est tous plus ou moins les mêmes, ça nous permet d'avoir une ambiance un peu plus chaleureuse, en plus avec le bois ça fait un rappel, étant donné qu'on est en Savoie, ça fait un petit style chalet, j'aime beaucoup. C'est du bois en plus qui est texturé, qui a été brossé, chauffé, c'est du pin il me semble. Je suis pas un expert, mais mon client John Cochet, qui m'a ramené du coup ces panneaux en bois, m'a expliqué normalement que c'était ça. Donc au niveau de l'arrière-plan après, pour être plus simple, pour avoir un traitement sonore aussi, et puis pour cacher un peu tous les câbles qui se cachent derrière, on a préféré prendre un rideau. C'était plus simple pour nous, d'autant plus qu'aussi ici, comme vous l'avez vu au premier abord,
on a une porte derrière. Donc ça nous permet en fait d'être très flexible et d'avoir un meilleur son et de pouvoir moduler un peu l'arrière-plan comme on veut et cacher un petit peu tout ce qui se trouve derrière. En haut, on a posé du coup une barre déjà de une pour mettre le rideau et d'autre part aussi pour poser deux lumières qui sont elles-mêmes aussi connectées, qu'on peut régler, donc au niveau de l'intensité, au niveau de la chaleur, donc plus ou moins chaud. C'est des Elgato Keylight. Donc ce qu'on a fait pour alimenter l'arrière-plan, c'est qu'on a mis une prise connectée du coup, directement au mur, donc on a une rallonge déjà qui part du mur de ce côté-là, derrière les panneaux en bois, parce que le panneau en fait ici fait un coin, hop, juste là, derrière. Ça se termine plus ou moins jusqu'ici, et derrière ici, bon c'est un peu le bazar, mais comme je vous disais, il y a beaucoup de câbles. Du coup, on a fait venir en fait une multiprise elle-même qui est connectée et qui en fait a les trois lumières de l'arrière-plan connectées, en plus des chargeurs pour ces deux lumières-là, qui sont des lumières de couleur. Ici, on est sur des Neewer. J'aurais plus exactement la référence, mais de toute façon, vous avez tout en description au niveau du matériel, de tout ce que je vais présenter ici ou alors du côté montage. Je vais tout mettre en description au niveau des liens pour être totalement transparent avec vous. C'est des liens d'affiliation, donc en achetant derrière, si vous avez des produits qui vous intéressent, ça permet de nous soutenir directement, de soutenir 360 Prod. On a tous les câbles XLR des micro-tables, et ça me permet d'enchaîner sur le son, qui arrivent. Donc en fait, on va avoir tous les câbles XLR qui vont courir derrière le mur, qui vont aller jusqu'à la régie. Et de l'autre côté, c'est relié forcément à des micros. Donc on a les 4 câbles XLR qui arrivent derrière le rideau. Nous, ça nous permet de les relier. On a évidemment un code couleur, là, sur les 3... On a évidemment un code couleur sur les 3 câbles qui nous permettent de nous repérer et derrière de pouvoir assimiler tel micro à telle caméra. Vous voyez le rideau qui nous sert bien à cacher la misère. Ensuite, au niveau des micros, on est sur des Rode PodMic. Alors au niveau des Rode, c'est ceux qui sont pour moi les plus design et qui ont un meilleur rapport qualité-prix. On est sur des micros XLR. Comme je vous disais, on peut accueillir jusqu'à 4 personnes ici au studio. Ils sont petits, ils ont une très bonne qualité, ils sont très lourds, ils sont très design au niveau de la caméra. Rien à dire, franchement la qualité est plutôt bonne. On aurait pu prendre des micros plus chers, 3-4 fois plus chers, mais en réalité au niveau du rapport qualité-prix, il n'y avait vraiment pas photo. Et au niveau de la qualité vidéo aussi, je trouve que c'est beaucoup plus design d'avoir des micros comme ça que d'autres types de micros, type Shure, SM7B, etc. On va passer du côté droit maintenant du studio et on va aller se diriger du coup vers la régie. Au niveau de la régie, qu'est-ce qu'on a? Du coup là, on retrouve nos 4 câbles XLR et qui arrivent sur le Rodecaster Pro 2. Derrière, on a plusieurs connectiques. Donc on a du coup ces 4 XLR qui sont en entrée. Derrière, on pourrait avoir potentiellement 4 casques en sortie. Nous, on a fait le choix de ne pas avoir des casques, du coup, dans le studio. On pourrait en avoir dans le futur. Si on a une demande client, on pourra mettre des casques directement en sortie. Mais pour l'instant, c'est pas nécessaire. On a, nous, nos écouteurs de notre côté pour avoir un retour son, être sûr qu'il n'y ait pas de grésillement, etc. Parce qu'on est quasiment sûr de la qualité du son. Ce qui pourrait intervenir, c'est un micro qui lâche, un micro qui coupe, un micro qui grésille, des interférences. Et donc nous, notre but, c'est qu'il y ait toujours quelqu'un ici pour vérifier que le son fonctionne bien. On a du coup une sortie son qui va directement dans l'ATEM Mini en jack, qui nous permet du coup de récupérer le son dans l'ATEM Mini. Et l'ATEM Mini ici, c'est ce qui récupère le flux des vidéos, mais je vous en parlerai après. Parce qu'il y a une autre connectique aussi sur le Rodecaster Pro 2, qui est le PC. En fait, nous, on va récupérer les 4 flux XLR sur le Rodecaster Pro 2. Derrière, ça va sortir en USB-C directement dans le PC. Le PC, lui, va récupérer du coup le son, va le traiter parce qu'il va recevoir 16 canaux audio. Il va en récupérer que 4, donc les 4 micros XLR. Et en fonction des 4 micros XLR, il va réussir à commuter telle ou telle caméra sur la thème mini. Et tout ça grâce à un petit script qu'on a créé. En gros, ce script, donc c'est simplement un script Python sur laquelle on a mis une interface. Ça nous permet du coup, grâce à l'écran tactile du PC portable, de pouvoir activer ou désactiver certains micros. Donc à gauche, en fait, c'est la colonne des micros et à droite, c'est la colonne des caméras. Derrière nous, par exemple, imaginons qu'on soit dans une disposition comme celle-là, donc c'est-à-dire 3 micros, 3 caméras. On va avoir du coup, on va activer les micros 1, 2, 3 qu'on aura bien reliés, donc le bleu, blanc, rouge. On a fait assez simple hein, pour le coup. Le micro 1 c'est le bleu, le micro 2 c'est le blanc, le micro 3 c'est le rouge. Et derrière, on va les assimiler au niveau des caméras. Donc là, pour le coup, on va avoir la caméra 1 qui va être sur le micro 1, la caméra 2 qui va être sur le micro 2 et la caméra 3 qui va être sur le micro 3. On a fait un setup assez simple, mais en réalité, on pourrait faire un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on pourrait demain avoir simplement 2 micros avec 3 caméras. C'est le setup le plus classique généralement quand on fait les podcasts au studio. Et dans ces cas-là, du coup, on va avoir une caméra large sur laquelle il y aura le micro 1 et le micro 2.
donc le micro 1 et le micro 2 seront tous les deux sur la caméra 2, donc le plan large. Le micro 2 aussi sera sur la caméra 3. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir un invité avec une caméra en plan serré, un plan large où il y aura les deux micros, le protagoniste d'en face, qui aura du coup une caméra aussi, lui, de son côté en plan serré. De l'autre côté, nous, on va activer les caméras et on va définir est-ce que c'est des plans standards ou des plans larges, donc des plans serrés ou des plans larges. Et là, pour le coup, c'est déjà fait. La caméra 2 est en plan large, la caméra 1 est en plan standard et la caméra 3 aussi. Derrière, on clique sur Play. Et là, du coup, le script va écouter les micros et en fonction des micros qui sont activés, ça activera telle ou telle caméra avec des conditions qu'on aura prédéfinies dans le script Python. Du coup, le PC, il nous permet d'avoir ce Stream Deck. Ce Stream Deck, il nous permet plusieurs choses. Il nous permet déjà d'avoir, de pouvoir switcher au niveau des caméras. Il me permet de switcher sur n'importe quelle caméra dans le studio. Donc là, on a que 2 caméras de branchées pour le moment. Mais du coup, ça m'évite aussi de toucher directement sur la thème mini. Là, j'ai vraiment un truc que je peux déplacer, etc. Beaucoup plus simple. Ça permet aussi du coup d'allumer le script. Là, je vais pas forcément le faire, mais ça me permet d'allumer et d'éteindre le script. En haut à gauche, on a un petit bouton Rec qui me permet du coup de déclencher le Rec sur la thème mini. Et ici, on a un petit dossier pour pouvoir gérer les lumières qui sont là-bas, donc les Elgato Keylight. On peut les éteindre, on peut les rallumer, gérer la température, plus ou moins chaud, et au niveau de l'intensité aussi. On peut aussi en allumer 1 sur 2, l'éteindre 1 sur 2, enfin voilà. C'est un peu notre sorte de contrôle pour pouvoir gérer les keylights qui sont derrière dans le fond, dans l'arrière-plan, celle qu'on vous a montré tout à l'heure. Dans le futur, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir gérer le Rodecaster Pro directement sur le Stream Deck, ainsi que sur toutes les prises connectées du studio. Je sais que c'est possible, mais il va falloir prendre un petit peu de temps pour réfléchir à tout ça et se poser dessus, parce que c'est assez long, et pour faire les choses vraiment bien, il va falloir que je regarde pas mal de tutos en anglais. Dans le futur, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait juste à simplement cliquer sur un bouton pour lancer le rec sur le Rodecaster Pro et sur la thème mini. Je sais que c'est aussi possible de gérer tout ce qui est gain, tout ce qui est mute des micros directement sur un Stream Deck, mais il va falloir que je me pose sur quelques tutos en anglais pour pouvoir gérer tout ça. D'ailleurs, au niveau des enregistrements, si vous demandez comment est-ce qu'on enregistre, c'est tout simple. Sur le Rodecaster Pro, on a une micro SD. Alors, il n'y a qu'un seul emplacement d'ailleurs, donc il faudra vraiment pas oublier de la mettre, parce que sinon, c'est ballot. On a on a une micro carte SD qui est derrière. Grosso modo, on est sur 1 heure, 1 giga. Donc là, on a une carte 128 Go, on a 128 heures disponibles à l'enregistrement. Et ensuite, sur la thème mini, on a simplement un SSD relié directement à la thème mini. Et donc, quand on clique sur Rec, ça enregistre tout directement sur le SSD. Et ensuite, derrière, du coup, le script, lui, il va envoyer tout ça en Wi-Fi. Donc lui, la thème, il est pilotable en Ethernet, relié directement à la box. Et il va pouvoir recevoir les instructions qu'on lui envoie par le PC. Donc ça me permet de faire la transition, du coup, au niveau setup vidéo. Donc là, on va passer au niveau des caméras. Je vais parler de cette caméra, par exemple. Donc là, au niveau de nos caméras, on est sur des A6400 avec des 1650. C'est clairement le setup basique, on va dire. C'est des caméras qui sont sorties il y a quand même quelques années maintenant. Néanmoins, elles font de la 4K, elles ont une bonne qualité. Donc voilà, est-ce que j'ai des choses à dire de plus? Si derrière les caméras, elles sont reliées en mini HDMI, pas micro, si, elles sont reliées en micro HDMI directement à la thème. Donc c'est un câble qui fait micro HDMI vers HDMI, relié à la thème mini directement. Et du coup, en fait, elles sont alimentées directement par une batterie. Donc c'est ce qu'on appelle une fake batterie, je vais vous montrer. En fait, c'est un module qui est relié à l'électricité, donc à une alimentation normale, une multiprise, comme je vous disais, une prise classique, sauf que ça a une tête de batterie. Donc en fait, la caméra, on fait croire à la caméra qu'elle a une batterie à 100% en non-stop. Ce qui fait que ça nous permet en fait de les garder allumées pendant un temps indéfini. On n'en a aucune qui se sont arrêtées, d'autant plus qu'on a la clim ici, ce qui fait que ça nous permet d'avoir toujours une température qui est plutôt stable et qui est pas trop chaude pour les caméras. Pourquoi on a des 1650 aussi? Parce que c'est ceux qui ont été livrés avec les packs des Sony A6400, donc ça évite de faire trop de frais. Et deuxièmement, parce qu'en fait, au niveau du zoom, ça nous permet d'être très précis et d'être hyper polyvalent. C'est-à-dire que si on veut, par exemple, plusieurs plans qui sont assez larges, on va simplement se mettre en 16 mm. Et derrière, si on veut des plans qui sont beaucoup plus serrés, on va se mettre, boum, en 50 mm. Et ça va nous permettre du coup d'avoir une vraie polyvalence. On a des lights ici. Alors celle-là, on va bientôt probablement les changer. On est sur des softbox premier prix d'Amazon pour le coup. Pas au niveau des pieds, mais surtout au niveau des softbox. Pour le moment, ça nous sert surtout de keylight. C'est pas mal, ça fait une lumière diffuse. Mais derrière, moi, j'aimerais bien acheter du coup des New Air, qui sont des vraies limites lumière de cinéma, ou du moins des plus grosses lumières, plus puissantes, avec plus de fonctionnalités, où on va pouvoir gérer l'intensité, la température, etc. Et là, on va pouvoir avoir vraiment quelque chose de puissant, qu'on va pouvoir utiliser dans n'importe quelle situation, et qui vont donner un aspect encore plus pro au studio. D'autant plus qu'on achètera un nid d'abeille avec, qui va nous permettre de diriger la lumière. Mais peut-être qu'on vous fera une update
au niveau du studio dans quelques mois, pour savoir si on a racheté un petit peu de matos ou non. Et du coup, pour terminer, dans ce studio, on propose aussi un prompteur. Rien de plus à payer, etc. Nous, on vous propose d'uploader directement votre document, donc votre PDF, votre document Word, sur notre site au moment de votre réservation. Comme ça, le jour où vous venez tourner, nous, on installe dans la disposition que vous avez souhaité, avec le nombre de personnes que vous avez souhaité, et un prompteur avec votre texte. Un prompteur, ça vous sert simplement en fait à pouvoir afficher votre texte. Pour vous expliquer un peu comment ça marche, derrière, bon, il n'y a pas de caméra, mais vous placez la caméra juste derrière ici, vous la remettez dans sa chambre noire, entre guillemets, et derrière, du coup, ici, vous avez un écran à ce niveau-là, qui va refléter contre une vitre. Et grosso modo, quand vous allez vouloir afficher du texte, eh ben, vous allez pouvoir voir le texte en direct avec votre caméra qui est derrière. Ce qui fait que vous n'allez pas lâcher des yeux la caméra et que vous allez pouvoir lire votre texte, simplement. Donc ça, c'est très efficace pour des vidéos de formation, pour des Google Ads, pour du short aussi, ça peut être utile. Et ça permet en fait d'aller beaucoup plus vite au niveau du tournage et donc d'éviter de vous faire perdre du temps. Donc voilà, je pense que j'ai été assez clair au niveau de toutes les références. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser en commentaire. Et maintenant, on va passer du côté montage. Donc, de retour dans l'antre du montage. Cette fois-ci, on va parler plus en détail de tout ce qu'on utilise. On va commencer par le plus petit, qu'on utilise assez souvent et ce qui est important, c'est le son. On utilise des casques, du coup, c'est des AirPods Max de Apple. Ça coûte 580 €, je crois. Ça paraît très cher, sauf que pour la qualité du son, la compatibilité avec tous nos appareils, la réduction de bruit, etc., il n'y a rien de mieux. Pour le coup, d'autant plus que des fois il y a des tournages à côté. On aime bien ne pas forcément être embêté par le tournage qui est à côté. Derrière, on active la réduction de bruit. C'est parfait pour nous. Avec ça, on utilise le combo Logitech MX Master 3S et Logitech MX Key S. C'est compatible avec Mac, compatible avec Windows. On peut brancher jusqu'à 3 appareils en simultané. Donc changer, switcher d'appareil si j'ai mon Mac, si j'ai mon PC, si j'ai une tablette, un iPad, si j'ai un autre ordinateur, si je veux me connecter au Mac de Adam par exemple, s'il n'est pas là et que j'ai besoin de toucher un truc sur son Mac, on peut directement passer de l'un à l'autre pour continuer. Bon, ça c'est plutôt pour les tournages, mais c'est ce qui nous permet d'avoir nos cartes SD directement dedans. On a ce qui nous permet aussi de dérocher nos cartes directement, même si sur le Mac il y a déjà un petit port pour les cartes SD. Au niveau de l'écran, on est sur un Samsung Odyssey G8 OLED, c'est un écran 21/9. Donc c'est pas exact, c'est pas du 16/9 comme on a sur la plupart des écrans, c'est du 21/9. C'est pas deux écrans collés, sinon ça serait du 32/9, deux écrans 16/9 collés. C'est un peu plus large qu'un écran 16/9 et ça nous permet du coup d'avoir notre timeline tout du long et d'avoir du coup d'avoir une plus grande plage de travail. Ça c'est vraiment trop bien. Et du coup, la pièce maîtresse de ce setup, un MacBook Pro M4 Max. J'ai pas toutes les specs en tête, mais je sais que j'ai pris une version qui est très boostée. On est à plus de 5200 € là-dessus. C'est une très belle bête. Ça permet de tout monter. Clairement, avant j'étais sur Windows. Un PC portable avec 3060, un i7 10e génération. Mais bon, c'est dans un PC portable, ça soufflait, ça gérait pas les gros projets. Dès qu'on mettrait trop d'effets, dès qu'on mettait trop de musique, dès qu'on mettait trop de rush, ça buguait, donc c'était un enfer. J'ai jamais eu de problème. Avec ce Mac, pour le moment, ça gère tout. Et qui plus est, en plus, grâce à notre installation en 10 Gigabits, on peut monter directement, donc on n'a même pas besoin forcément de télécharger les rushs sur le Mac. Il gère ça très bien. Je peux l'emporter, je peux faire des rendus chez moi, en voyage, dans le train. C'est vraiment parfait pour l'utilisation qu'on en a. On passe sur le setup de Adam, qui est juste ici. Du coup là pareil, on a le même combo au niveau de clavier souris, le même casque. Au niveau de l'écran, j'ai pris un écran, là pour le coup il n'est pas OLED, c'est pas un Samsung, c'est un des écrans 21/9 les moins chers. Derrière j'aimerais bien passer sur de l'OLED parce qu'il y a quelques reflets qui sont pas top quand on n'est pas en face de l'écran, là où cet écran, on le voit bien de partout. Et ici, on n'a pas un M4 Max, on a un MacBook Pro en 14 pouces M4 Pro. Pourquoi? Parce que Adam, il va pas être forcément tout le temps là. Je vais pas lui donner des gros projets non plus à monter. Il va pas avoir besoin de l'emporter de partout. Et qui plus est, j'ai remarqué qu'avec le M4 Pro, il arrive déjà à gérer tous les projets. Il n'y a aucune différence pour le moment entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un moment, il m'a dit, il y a un problème sur mon Mac, il faut absolument monter là-dessus. Peut-être qu'un jour, on l'atteindra, mais pour le moment, même avec la M4 Pro, et avec les specs que je lui ai mis, ça devrait aller. Donc pour continuer, on va parler de la connectivité réseau. Comment on fait en sorte que Adam, quand il a un projet et que moi je dois utiliser le projet ou quand on doit se transférer un fichier, ça soit quasi instantané. Donc on a ce switch en 10 Gigabits qui est relié du coup au NAS. On a les deux Macs qui sont branchés là-dessus et bien évidemment on a aussi une connexion 8 Gigabits qui vient directement de la Freebox dessus, qui nous permet du coup d'avoir une connexion internet en 8 Gigabits et une connexion ici en 10 Gigabits. Ce qui fait qu'entre le NAS et les Macs, on a du 10 Gigabits et entre le switch, enfin tout le réseau et l'extérieur, on a du 8 Gigabits. On peut pas faire plus rapide en France aujourd'hui, et même dans le monde j'imagine, à moins qu'on ait des fibres dédiées très proches des data centers. Là pour le coup on est très bien. Pour une petite boîte comme on est très bien. Et du coup quels avantages ont les clients? C'est simple, nous quand on a un drive intégré, c'est-à-dire qu'on dépose tous nos projets, tous les exports sur le NAS,
dans des fichiers dédiés au client, etc. Et dès que le client veut télécharger son projet, lui, il n'est pas plafonné. C'est-à-dire que nous, on envoie en 8 gigabits sur le réseau. Donc lui, dès qu'il doit télécharger, s'il a une connexion qui ne dépasse pas les 8 gigabits, il ne sera pas plafonné. C'est-à-dire que le plafond, c'est sa connexion. Peu importe où il est sur Terre d'ailleurs, parce qu'on peut le télécharger en 4G, etc. Enfin voilà, c'est normal. Et nous, ça nous permet aussi d'avoir des téléchargements qui sont quasiment instantanés. On va télécharger des vidéos en 4K très très rapidement, etc. On va vraiment pas être plafonné parce qu'on n'est pas en Wi-Fi, on est câblé et du coup, bah, c'est vraiment de la box directement, donc de l'extérieur, jusqu'à nous, jusqu'à nos Macs, jusqu'au NAS. Ça coûte un peu cher, mais ça vaut le coup. D'ailleurs, je vous ai beaucoup parlé du NAS, mais je vous ai pas exactement montré ce qu'il avait dans le ventre, donc on va passer juste derrière. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on l'a dans cette petite armoire qui est ventilée. Alors j'ai simplement mis un petit ventilateur qui repousse l'air. Juste ici en bas, vous voyez qu'il y a le passage de câble, et c'est par là qu'il y a une entrée d'air quand l'armoire est complètement fermée. Très important de ventiler, même si c'est pas le truc qui chauffe le plus, c'est quand même important. Il y a du 10 gigabits qui passe, donc c'est pas évident de refroidir tout ça. Et ici, on a notre NAS. Donc notre NAS, il a 4 disques. C'est le DS923+, mais on peut ajouter, grâce à Synology, une autre extension avec 5 disques en plus, donc avoir 9 disques au total, d'où le DS923+, qui nous permet du coup d'atteindre, je sais plus exactement, mais on peut atteindre plusieurs centaines de Tera simplement sur un disque Synology, sans changer sa configuration, etc. Voilà, vraiment en ayant simplement 9 disques. On l'a pimpé. Donc à l'intérieur, on a 4 disques de 8 Tera qui sont en RAID 5. Donc ce qui nous permet d'avoir en fait 3 disques qui vont stocker l'information et un disque, il me semble, grosso modo, qui est à la parité. C'est-à-dire que demain, on peut perdre un disque, on pourra récupérer les informations, on pourra changer le disque et recréer toutes les informations, donc récupérer les informations dessus. Par contre, si on perd 2 disques en même temps, il peut y avoir un petit souci au niveau de la récupération des données. Mais bon, déjà, perdre un disque, c'est assez rare, donc on perd 2 en même temps, c'est très compliqué. Ce qui est génial aussi, c'est que du coup, si on veut changer tout le setup avec tous les disques sans nuire au fonctionnement du NAS, on a simplement retiré un disque, en rajouter un de là, je sais pas, c'est de 8 Tera, on veut ajouter un 16 Tera, et ben on va récupérer un disque de 16 Tera, on va le placer, il va réécrire les informations tout seul de lui-même. Et une fois qu'il a fini de réécrire les informations tout seul, on change le deuxième disque, etc., etc. Et donc sans compromettre l'activité du NAS, on peut changer les disques et upgrade notre setup comme ça. Du coup, comme j'ai dit, on l'a pimpé un petit peu. À l'intérieur, en plus de ces 4 disques, du coup, qui font un total de 32 Tera, c'est des disques durs. Pour augmenter la vitesse au niveau du montage et d'accès aux fichiers, on a 2 SSD NVMe les plus rapides du marché qui existent, de 2 Tera chacun. Ce qui fait qu'on a 4 Tera de cache. Donc en fait, dès qu'on va vouloir accéder à un fichier sur notre Mac, par exemple, ce fichier va se mettre sur les SSD directement en cache. Et étant donné qu'ils sont beaucoup plus rapides que des disques durs, beaucoup plus efficients, et ben on va y avoir accès beaucoup plus rapidement. Donc la première fois pour ouvrir un projet, ça va mettre un petit peu de temps, on va l'entendre craquer parce que les disques durs, ils vont gratter, ils vont aller chercher l'information. Mais derrière, quand on va réouvrir encore et encore le projet, ça nous permet du coup d'avoir une efficacité au niveau de l'ouverture du projet. Et dernière chose sur laquelle on l'a pimpé, je vais pas vous montrer derrière, mais à la base, il est en 1 gigabit. Sauf que je vous ai dit que nous, on était en 10 gigabits, on avait une connectivité en full 10 gigabits. Ce qui fait que derrière, on a mis une prise 10 gigabits, c'est un module qui coûte 160 € que Synology nous vend. Et on a mis une prise 10 gigabits derrière pour qu'il soit 100% connecté. Donc lui, il tourne tout le temps, il est jamais en veille, il est toujours en train de tourner, d'être à notre disposition. Il y a un drive qui tourne en direct, qui est directement connecté avec l'extérieur. Et on a fait en sorte d'ouvrir, nous, de notre côté, les ports de notre Freebox, etc. pour qu'on puisse y avoir accès le plus facilement possible. C'est 100% sécurisé, c'est ultra sécurisé. Et Synology ne peut pas avoir accès à nos fichiers. Ce qui fait qu'en fait, pour nos clients, il y a un deuxième avantage. Au-delà de pouvoir télécharger hyper rapidement, d'avoir une sécurité sur leur rush, c'est auto-hébergé. On n'est pas sur les data centers aux USA, dans le nord de la France ou quoi. On est vraiment ici, tous nos fichiers sont ici, backup ici. Et derrière, dans le futur, je pense que déjà on installera une nouvelle station. Pour le moment, on n'a pas atteint les 32 Tera parce qu'on fait quand même attention à l'hygiène numérique et on fait en sorte de supprimer les rushs dès qu'on le peut. Mais le but, ça serait d'avoir une deuxième station avec 5 disques et ensuite chez moi, pourquoi pas d'avoir un backup de tous les rushs. Ce qui fait qu'on aurait du coup une dualité. Ici, si le bureau brûle, qu'on perd tous les disques d'un coup, je ne sais quelle raison, au moins on a une backup chez moi. Il faudrait vraiment, dans le pire des cas, que les deux endroits brûlent au même moment pour qu'on perde tous les rushs, ce qui est très très peu probable. Donc ça aussi, c'est un avantage pour les clients parce que derrière, demain, s'ils viennent nous revoir dans un an par exemple, on aura quand même encore leur rush. C'est vrai qu'il y a un client récemment pour qui on a monté une vidéo pour l'UTMB justement, qui m'a redemandé des rushs. J'ai pu, grâce au drive, directement sur mon téléphone accéder à l'application, lui envoyer un lien et en 2 temps 3 mouvements, il a pu récupérer les rushs alors que ça faisait 1 an qu'on n'avait pas reparlé ensemble du coup de ce projet-là. Ensuite, au niveau du matos qu'on a pour tourner, donc ça c'est au niveau du matos de tournage. C'est dans l'autre armoire pour le coup. Donc, pour vous dire, au niveau du matos, on n'est pas sur du matos haut de gamme, on est sur du matos milieu de gamme. Pour vous dire, si on avait voulu prendre du haut de gamme sur le drone, on aurait pris le dernier Mavic 4
Pro Ciné. Ça nous aurait coûté 4000 balles et on aurait eu au niveau rapport qualité-prix peut-être quelque chose de moins bien. Là on est sur le DJI R3S qui filme franchement en 4K très bien. On n'a pas besoin de trucs cinématiques en plus. Il fait une qualité qui est très très belle. Il a plusieurs optiques pour le coup. Je vous laisserai vous renseigner dessus, mais on a deux optiques. On a un 70 mm et un 24 mm, ce qui nous permet du coup avec le 70 mm de faire des plans très beaux. Tiens d'ailleurs je vous en mets à l'image. Là c'est quand on a été tourné au Relais des Aigles. C'est un restaurant qui surplombe le lac du Bourget. Très très beau. Et du coup on a filmé avec le DJI R3S pour le coup là-haut. C'est hyper simple d'utilisation. C'est un drone qui a beaucoup de capteurs. On en a 2 à l'arrière et on en a 2 à l'avant. En plus des caméras, etc., des évitements d'obstacles. On peut limite le faire voler en forêt. D'ailleurs il y en a 2 sur le dessous d'ailleurs. Sur l'avant d'ailleurs, il y a un capteur lidar donc avec du laser, ce qui permet d'être encore plus précis, de détecter les toutes petites branches. Limite on pourrait le faire voler en forêt, en vol automatique, suivi de personne, qu'il aurait aucun problème. Je l'ai pas encore fait, mais c'est possible apparemment. Donc voilà, on est sur du milieu de gamme là pour le coup. Ça, un drone comme ça, tout compris avec le Flymore Combo, donc c'est-à-dire plusieurs batteries, la radiocommande avec l'écran intégré, etc. On est sur 1600, on a un budget à 1600 €, ce qui est au final pas très cher vu toutes les possibilités qu'on a. Ensuite, on a notre petit stabilisateur qui marche plutôt bien, on n'a pas besoin de plus. C'est le Ronin SC qui est sorti il y a déjà pas mal de temps quand même. Pour le coup, là, on est sur un budget d'environ 150-200 €. À sa sortie, il était autour des 400 €. C'est vrai qu'il manque quelques fonctionnalités, notamment le suivi de personnes. Et là, j'aimerais bien avoir le RS4 Mini derrière pour avoir une meilleure qualité. D'autant plus que le RS4 Mini, il va avoir maintenant une mini caméra intégrée, ce qui fait qu'on pourra mettre n'importe quelle optique. Avec de l'intelligence artificielle, il pourra suivre n'importe quelle personne grâce à sa caméra qui est intégrée directement sur lui. Ensuite, niveau drone FPV, je l'ai montré tout à l'heure, ce petit drone, c'est un Pavo 20. Alors je sais qu'ils ont sorti le Pavo 20 Pro récemment, ça pourrait être intéressant. C'est des choses qu'on n'utilise pas forcément tout le temps parce que c'est très précis. C'est très particulier comme manière de filmer, c'est très particulier comme plan. Et ça, on va plutôt l'utiliser sur des sportifs, sur des présentations de bâtiments, sur des grands terrains ou alors des choses où on a besoin de dynamisme et de vitesse. Et derrière, du coup, on a les DJI Integra parce que ce petit drone là, il se pilote du coup en vue à la première personne, c'est-à-dire qu'on va pas avoir aucun masque et piloter avec la radiocommande comme ça, etc. On va vraiment avoir besoin de l'avoir dans les yeux, sinon c'est impossible pour nous de le piloter correctement, tout simplement. Et ensuite on a la radiocommande, voilà, c'est une radiocommande tout à fait normale, on dirait une manette de PS4, c'est ça qui nous permet de contrôler ce fameux petit drone. Je vous remets des images d'ailleurs de ce à quoi ça ressemble dans différents endroits, différents plans qu'on a pu faire récemment, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Derrière je vous ai dit qu'il y avait tout le matos, ici on n'est pas peu fiers, on a un petit 24-70, ça c'est peut-être le truc qu'on a pris le moins milieu de gamme on va dire. On est sur du milieu haut de gamme là pour le coup, c'est un 24-70 de chez Sigma, plein format, alors qu'on n'a aucun plein format à la boîte. Mais du coup ça nous permet d'avoir un beau flou d'arrière-plan, ça nous permet d'être très polyvalent sur les tournages parce qu'on a un 24 mm qui est quand même, c'est pas du grand angle, mais ça reste un plan large. Et on a du 70 mm du coup, et on a toute la plage entre les deux, qui nous permet du coup de faire des gros plans, des plans assez zoomés. Et ça, c'est plutôt pas mal quand on se déplace chez des clients, quand on veut faire des interviews, ou alors quand on veut filmer des événements aussi. La polyvalence, c'est hyper important sur les tournages, et ça nous permet vraiment de l'être. Ensuite, on a tout notre matos, donc ça, c'est simplement des bagues d'adaptation, des filtres ND, qui nous permettent du coup d'atténuer la lumière. C'est comme une lunette de soleil pour des appareils photo. Ça nous permet du coup de faire ressortir, de bien exposer une image, même quand il y a énormément de soleil et qu'il y a des reflets de partout. Ici, on a toutes les perches, comme je le disais, c'est simplement des perches, c'est pas les premiers prix Amazon, mais on est sur du milieu de gamme au niveau des perches. Et ça nous permet du coup d'avoir un beau setup au niveau du tournage et de pouvoir mettre 4 micros du coup sur les tables, que ce soit sur la table basse ou sur la table haute. Et ensuite, du coup, pour terminer, tout en bas, après je parlerai de ça, mais grosso modo, tout en bas, on a un sac. Alors ce sac, c'est ce qui nous permet de partir sur le terrain. C'est le ProTactic BP 450 AW2. Donc il est très très bien, il a beaucoup de profondeur, il a une ouverture par le dos, il a des poches aussi sur le côté, il a des attaches vraiment de partout. On peut mettre des modules derrière, donc là on a mis un module soit pour mettre une gourde, soit pour mettre notre stabilisateur, on fout le stabilisateur au fond. Et ça clairement c'est un sac qui est pas si gros que ça, mais dans lequel on peut mettre beaucoup de matériel. Ça nous permet du coup pas d'emporter le drone parce que le drone il reste dans sa pochette, mais par contre ça nous permet d'emporter le stabilisateur, le drone FPV, 2 optiques, 2 caméras, les micros et tous les petits accessoires qui nous permettent de régler tout ça, même des petites bouteilles d'eau, pourquoi pas, un petit peu de bouffe, des barres de céréales, etc. C'est un truc qui est très cool, ça tient vraiment au dos et en plus il y a une attache au niveau des hanches. Clairement rien à dire sur ce sac, on l'utilise assez souvent pour transporter du matériel et c'est clairement un banger. Et donc pour terminer, cette case-là dans l'armoire, c'est un peu tous nos trucs de bidouille. On a tous nos câbles qui restent, des câbles de rechange, des câbles HDMI, des câbles USB-C, nos micros, une petite GoPro qui traîne voilà, de temps à autre, ça nous arrive. Et voilà, c'est vraiment du gadget, etc. C'est pas le truc le plus intéressant, mais voilà, au moins, on vous a fait un petit tour de tout le matos qu'on a, en plus de ce qu'on a dans le studio à côté. Et donc vous vous demandez peut-être maintenant pourquoi on garde toutes nos boîtes au-dessus.
Bah, c'est très simple. C'est simple parce que en gros, on l'a déménagé il y a pas longtemps au niveau du studio. Et c'est vrai que d'avoir les boîtes, ranger chaque produit dans ces boîtes, etc., c'était beaucoup plus simple pour le transport. Et qui plus est, demain, si on veut revendre du matériel, bah, c'est très important. Par exemple, là, j'ai la boîte de l'A6300, qui est un appareil qu'on revendra peut-être dans les prochains mois, prochaines semaines. Avoir gardé la boîte, alors que ça fait plus de 6 ans que je l'ai, je crois, c'est quand même gage de qualité et ça prouve la manière d'en prendre soin. On a acheté beaucoup de matos récemment. Si demain, on a un problème sur une garantie, un MacBook Pro, par exemple, ou sur la Freebox ou je ne sais quel produit, on va pouvoir le renvoyer de la meilleure des manières, dans son emballage d'origine, etc. Et ça, au niveau de la garantie, ça peut compter. Donc voilà pourquoi on garde toutes les boîtes. Une dernière chose, n'hésitez pas du coup à faire un tour sur notre site, Vitrine, pour en savoir plus si vous êtes intéressé ou simplement si vous êtes curieux de certaines choses qu'on n'aurait pas forcément mentionnées, etc. dans la vidéo, même si on est rentré beaucoup dans les détails. Donc si vous avez envie de créer, de lancer votre podcast sur YouTube, sur les plateformes d'écoute, etc., de lancer une formation en ligne, de créer du contenu court, long, peu importe, nous on est là chez 360 Prod pour vous accompagner, que ce soit dans le studio, chez vous, au niveau du montage, de la post-production, de la gestion des publications, et même, on va même jusqu'à la formation en partenariat avec une entreprise certifiée Calliope. Donc c'est 100% finançable pour leur apprendre toute la base de la pratique, de la théorie du tournage, du montage, et ensuite derrière on finit la formation par un projet sur 2-3 jours sur lequel j'essaye de vous donner un maximum de valeur et de faire en sorte que vos employés ou vous-même vous puissiez être à l'aise en vidéo et connaître tous les rouages de la création de contenu. Donc voilà, merci de m'avoir écouté jusque là, je pense que la vidéo est très longue. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, mettre un like, et sur ce nous on se retrouve la semaine prochaine, je l'espère, ou dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. C'était Alex de 360 Prod, à la prochaine.